Du coup, bonsoir à tous. Oups là, pardon. Euh, donc ce soir, on se voit pour parler principalement de Java, de comment on modifie le fonctionnement d'une application, de bytecode et comment tout ça peut être au service de l'observabilité. Mais avant de rentrer plus en détail, je vais vous expliquer en gros ce qui m'a conduit à ce genre de recherche et à ce genre d'apprentissage. À la base, je suis quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est système concurrent, système distribué. Et depuis quelques mois, une grosse année, disons, tout ce qui est JVM internals, comment la JVM fonctionne, comment elle est construite d'un point de vue bas niveau. Et je cherchais sur mon temps libre des projets pour apprendre et enrichir ma culture d'ingénieur. Et en réalité, au fur et à mesure de mes apprentissages et de mes découvertes, en fait, les agents Java, et notamment avec les notions qu'on peut connaître un peu plus davantage, je vais y revenir pendant la suite du talk, tout ce qui est agent Prometheus, d'observabilité, JTrace, etc., sont des outils sur lesquels je suis allé faire du reverse engineering et qui se sont révélés être un point de convergence sur tous ces concepts-là. Donc, l'objectif de ce soir, c'est d'échanger et de partager tout ce que j'ai appris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Qu'est-ce qu'un agent? Comment un agent utilise du bytecode pour transformer justement le comportement d'une classe. On va faire une démo assez simple d'une application qui écrit beaucoup de logs et qui les écrit d'une manière un peu, comment dire, un peu triste, si j'ai envie de dire, et qu'on va changer le mode d'affichage pour le rendre un peu plus gai. Ensuite, on parlera de ByteBuddy, qui est en gros le, le standard dans l'industrie pour tout ce qui est transformation de comportement et de classe. Et à la fin, on construira ensemble un agent euh, et on verra comment on peut faire pour tracer des requêtes sur une application Vertex. Et on conclura sur une note où on échangera sur le fait, à savoir si c'est vraiment simple de construire un agent et si toutes les problématiques sont faciles à aborder. Voilà. Donc, avant de démarrer, moi, je m'appelle Sébastien. Je travaille actuellement chez Clever Cloud. Je suis développeur. Comme dit au début, je suis intéressé par tout ce qui est système design, système distribué. Et voilà. Donc, un agent, qu'est-ce que c'est? Un agent, initialement, c'est une application, c'est un jar, euh, qui a pour vocation de modifier le comportement d'une autre application ou de la JVM elle-même. Vous en avez sans doute déjà manipulé si vous avez utilisé des APM comme New Relic, pardon, OpenTelemetry, Elastic APM, tout ce qui est GMX Exporter, AspectJ, JProfiler. Je les ai pas marqués là, mais Jacoco utilise aussi certaines primitives qu'on retrouve dans les agents. Et il y a plein de produits sur le marché qui sont construits de cette manière-là. Si on fait un schéma, comme je le disais au début, un agent, c'est une application, donc app.jar, rentre dans une JVM et on voit qu'en fait, elle affiche son propre logo. Comment va fonctionner un agent? En fait, euh, ça va être une deuxième jar qui va être chargée dans la JVM et qui va changer le fonctionnement de l'application euh, qu'on démarre. Là, on voit par exemple avec un agent qui s'appellerait Back to Future qui remettrait le logo de Java initial à ses débuts. Maintenant, un agent, comment ça se charge? Ben, en fait, il y a deux modes de chargement. Le chargement, un démarrage statique, enfin un chargement statique et un chargement dynamique. Pour le chargement, pour le chargement statique, qui est en fait qui est en fait son démarrage, on va utiliser une commande que vous avez sans doute déjà utilisée, qui est Java agent, le jar que vous voulez charger et le démarrage de l'application. L'agent, à ce moment-là, va être démarré au tout début de l'application, en même temps que l'application. Et si vous regardez en bas de l'écran, j'espère que tout le monde le voit bien, j'ai schématisé le thread principal d'une application et on voit que les méthodes de démarrage de l'agent sont à côté du thread principal, mail. Le point d'entrée de l'agent, à ce moment-là, s'appelle premail et
il y a une subtilité dans la déclaration des agents, c'est qu'on peut en charger plusieurs au démarrage. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais faire Java agent, agent 1, Java agent, agent 2, etc. Je pourrais en charger plusieurs. Mais tous s'empileraient les uns à la suite des autres dans le thread principal de la JVM et viendraient transformer l'application comme ils étaient prévus de le faire. La seule subtilité là-dedans, c'est que l'agent 1, enfin le premier agent qui est déclaré euh, va exécuter son traitement et ses modifications. L'agent 2 va voir le produit de l'agent 1. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'ordre des déclarations des agents parce que sinon, en fonction de l'ordre, on n'aura pas le même résultat dans l'application finale. Voilà, c'est le seul petit point technique sur lequel il faut faire attention. Maintenant, pour le démarrage dynamique, c'est une approche qui est totalement différente. Le démarrage dynamique, c'est on lance un agent Java sur une application qui est déjà en fonctionnement. Par exemple, vous avez une application qui est déjà en production et vous avez besoin d'avoir une vue sur, je sais pas, de faire du debug, tout simple. Un agent qui va démarrer de manière dynamique va pouvoir se connecter, entre guillemets, et on parlera d'attachement pour la suite du talk, euh, s'attacher à une JVM qui est déjà en fonctionnement. Voilà. Euh, Je vais décrire juste après comment ça démarre, mais en gros, le point de montage est différent dans l'application. Il s'appelle Agent Main. Et une information qui est intéressante à savoir, c'est que généralement, quand on utilise un agent qu'on utilise de manière statique, on peut aussi le démarrer de manière dynamique. Souvent, les deux points de montage sont disponibles et on peut autant démarrer un agent avec l'application que démarrer un agent que démarrer un agent sur une JVM qui est déjà running, quoi. La seule subtilité, c'est que le point de montage de l'agent en mode dynamique sera géré par un deuxième thread qui sera concurrent au premier. Et ça peut avoir des subtilités sur le fonctionnement de la JVM. Rien de grave, en absolu. En tout cas, pour ce niveau de présentation-là, il y a aucun impact. Mais bon, voilà, je le préviens. En gros, le démarrage en mode dynamique sera fait dans un thread qui est différent. Maintenant, je rentre un peu dans les détails. Comment on démarre un agent en mode dynamique? Ben, c'est très simple. C'est 3 lignes de code dans un mail. Euh, et à partir du moment où on a le PID de la JVM sur laquelle on veut se connecter, enfin, sur laquelle on souhaite s'attacher, et je reprends les termes, on peut tout à fait s'attacher sur une JVM qui est déjà en fonctionnement. Under the hood, en gros, il y a un échange qui est fait dans /tmp euh, et on va garder cet aspect un peu simplifié, mais en gros, il y a des échanges de fichiers qui sont faits dans /tmp et qui sont inhérents au fonctionnement d'un démarrage sous Linux. En gros, la, la JVM va créer un fichier dans /tmp, un montage de socket va être fait et la JVM va pouvoir s'attacher et démarrer ce qu'on appelle un thread d'attachement. Une fois que le thread d'attachement est monté, on peut la JVM qu'on démarre peut dire où est localisé son propre jar la plupart du temps. Et une fois que l'attache thread handler a l'information, on peut charger le point de montage qui est nécessaire et démarrer la méthode agentMain. Voilà. Euh, j'ai vraiment simplifié la chorégraphie de démarrage d'un agent qui s'attache à une JVM parce que c'est bien de le savoir. Maintenant, il y a plein de subtilités qui sont faites euh, dans le fonctionnement interne de la JVM. Donc, c'est intéressant de le savoir. Après, si vraiment il y a besoin d'aller plus loin, on peut en discuter après s'il y a des questions ou s'il y a des subtilités sur lesquelles j'ai pas été clair, il n'y a pas de souci d'en discuter. Mais voilà, je vais passer à la suite pour cette partie-là. Euh, Maintenant, vous allez me dire, c'est bien, Seb, on sait comment on démarre un agent, mais on n'a rien modifié. Et c'est vrai.
Aujourd'hui, là, pour le moment, on a juste pris un jar qu'on a mis dans une JVM et qui se démarre. Pour faire de la modification de bytecode et changer le fonctionnement d'une classe dans une application Java, en fait, on peut le faire depuis très longtemps, depuis Java 5. Historiquement, c'est à peu près 2006. Et on peut le faire à travers la Java Instrumentation API. En gros, cette API-là a été mise à disposition dans tout le JDK et c'est à partir de cette API-là que je vais faire, en tout cas pour la suite des démos et c'est comme ça que font la plupart des agents qu'on peut utiliser dans l'industrie. Euh, c'est à travers cette API-là qu'ils vont transformer les classes et le fonctionnement d'une application. Cette API-là propose plusieurs fonctions et notamment de pouvoir prendre une classe, la modifier son bytecode et redéfinir la classe dans le class loader d'une JVM. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, je vais rappeler euh, comment du bytecode est généré sur une application Java. Là, par exemple, on a l'exemple d'une application qui fait tout simplement un println hello-libs. Euh, on la passe dans notre compiler préféré qui est JavaC et c'est à ce moment-là qu'on récupère notre fichier .class et c'est dans ce fichier-là qui est contenu le bytecode. Une fois que ce bytecode-là est généré, il est chargé par ClassLoader et exécuté par le JIT et l'application démarre à ce moment-là. Et nous, ce qui va nous intéresser pour modifier le comportement d'une application, c'est précisément ce bytecode-là. Et c'est là-dessus qu'on va influer pour modifier le comportement d'une application. Pour la suite des slides, je vais un peu alléger ma JVM parce que sinon, ça va être un peu lourd et peu digeste. Donc, je vais la simplifier à son unique class loader. Et si on refait un peu la chronologie, à la base, on parlait d'agents qui transforment une application, une application Java. Et en fait, c'est un agent qui fait appel à la Java Attach API, qui va transformer le bytecode de classe dans une application. Donc, techniquement, on a une JVM, on y attache un agent, bon, ici en statique, qui va passer par le point de montage pré-mail. Cet agent a une seule méthode, qui est méthode statique, comme je le montrais tout à l'heure, qui est en gros pré-mail et qui va ajouter et déclarer un transformer. Quand les classes vont être chargées dans le class loader de l'application, elles vont toutes passer dans le class file transformer. Et c'est à ce moment-là que la transformation de bytecode va se faire. Une fois que la transformation de bytecode va être faite, on va faire ce qu'on appelle une retransformation. Et en gros, c'est le nouveau bytecode, ce que je montrais tout à l'heure dans le slide précédent, qui va remplacer le bytecode dans le class loader. Et une fois qu'on va charger la classe, en gros, on aura le bytecode qui est modifié. Voilà. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ou je continue? Bon, je pense C'est clair. Ok, super. C'est vrai, cette mécanique-là, c'est vraiment la mécanique qui est à retenir vraiment sur tout le talk. En gros, c'est on a un class loader qui charge des classes, on les passe dans un transformer. C'est à ce moment-là qu'on a, entre guillemets, une fenêtre d'action sur le bytecode d'une classe, on transforme et on dit au class loader, ta classe, elle a plus ce bytecode, elle a celui-ci. De manière très simple, c'est la chorégraphie qu'on va utiliser pour quasi toutes les transformations de comportement de classe exécutées dans un agent. Voilà. Maintenant, sur les outils qu'on a à disposition, on en a trois principaux avec un quatrième qui commence à arriver. Donc, on a JavaSys, qui est en gros l'outil qu'on va rencontrer la plupart du temps dans tous ce que j'appelle les tutos un peu Hello de transformation de bytecode et de manipulation de JVM. Malheureusement, je trouve que personnellement, j'assiste à une approche un peu trop high level. En gros, c'est très simple à utiliser, mais on peut faire peu de choses au final avec. Ou sinon, il faut un peu tweaker l'outil pour aller un peu plus loin.
À l'opposé de ça, on a ASM, qui est aujourd'hui le strict opposé d'Irasis, qui est vraiment la version un peu hardcore et c'est l'outil qu'on va privilégier pour faire de la transformation un peu low level et un peu invasive de nos applications. Pour donner un niveau de complexité, ASM aujourd'hui est vraiment utilisé dans la JVM pour tout ce qui est démarrage, enfin pour faire plein de choses sur le fonctionnement interne de la JVM. Et au milieu de ça, on a un entre-deux qui est ByteBuddy, qui est construit au-dessus d'ASM, donc qui va proposer des primitives qui sont plutôt avancées et plutôt très puissantes d'un point de vue de transformation de bytecode, avec une API qui est un peu moderne et un peu simple d'utilisation, surtout qu'autour de ByteBuddy, en fait, c'est pas qu'on a une communauté, mais on a beaucoup de documentation qui a été faite avec pas mal d'exemples. Et vu que c'est aujourd'hui le standard qui est utilisé dans l'industrie, c'est l'outil qui va avoir le plus d'aura, comment dire, qui va avoir le plus de ressources quand on va avoir besoin de faire des choses concrètes. Typiquement, quand j'ai quitté moi le niveau de Java 6 et que je suis allé un peu plus loin, avant d'aller dans ASM, en fait, je suis allé voir comment ByteBuddy était utilisé. On y reviendra un peu plus tard et j'expliquerai un peu plus loin. Mais par exemple, ce qui est très intéressant pour ceux qu'on encourage du moins, c'est d'aller voir comment ByteBuddy est utilisé dans Mockito. Euh, Ça permet de comprendre plein de choses d'un point de vue de retransformation. Et j'en ai un peu moins parlé, mais il y a une JEP actuellement qui est en cours d'échange. C'est la Classfile API. En gros, la Classfile API doit remplacer dans la JVM ASM et doit proposer des primitives qui sont euh, un peu à l'image de ByteBuddy, sans fournir autant de fonctionnalités. En gros, c'est une approche un peu plus pragmatique d'ASM qui serait fournie par la JVM de manière un peu standalone. C'est-à-dire que vous démarrez du moment où vous avez une GRE, enfin une JVM, pardon, et que vous voulez utiliser les primitives de la JVM, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour démarrer une classe API et modifier du bytecode sans forcément aller chercher des outils externes et avoir des dépendances sans fin avec des outils pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc là, on va démarrer un peu smooth. On va faire un agent qui prend des logs. Donc, idéalement, enfin, il faut imaginer que les logs sont générés par un orchestrateur de data type Airflow, Kestra ou ce genre de choses. Et on va changer un peu l'affichage et rajouter un peu des choses pour que ce soit un peu plus user-friendly. Voilà. Hop, alors, comment je peux faire? Voilà, parfait. Ça n'a pas planté, c'est bon? Vous voyez toujours l'écran ou pas là? Non, je pense. Oui, 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 c'est bon. Ok, super. Alors, l'application, elle est là. Donc, en fait, en gros, c'est une classe statique qui démarre. Euh, c'est une classe très simple qui va démarrer un thread et qui va afficher des logs euh, et qui va générer pour chaque ligne de log des noms différents pour simuler, en très simple, plusieurs workers qui disent qu'ils ont fini leur tâche. Est-ce que si je fais ça, ouais, non, forcément, hop. Voilà. Alors, je sais pas s'il faut que je l'agrandisse un peu plus, mais est-ce que tout le monde voit bien la sortie standard? Donc voilà. Là, on écrit des logs les unes après les autres. Voilà. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est modifier cet affichage-là et y ajouter un peu des couleurs, des logos, etc. Et en fait, on va s'appuyer sur la mécanique que j'expliquais tout à l'heure pour le faire. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un agent. Alors, hop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un agent qui a une méthode pré-main. Donc, le point de montage d'un agent statique, pardon, je l'ai pas précisé, mais on va le faire avec une approche statique et pas dynamique. Pour la suite des démonstrations, ce sera beaucoup plus simple, quelque part. Donc, nous, on va avoir un point de montage qui est comme un main. En gros, c'est le main de notre agent. Donc, on a une méthode statique.
On la déclare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un transformer, comme je le rappelais. Dans la méthode, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais dans la méthode premain, en fait, on a une instance vers l'instrumentation API sur lequel on peut faire l'ajout d'un transformer. Toutes nos classes, si on se rappelle du schéma, vont passer là-dedans et vont, si on y en a besoin, être transformées ou pas. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est, alors, ce que je peux faire pour essayer, bon, alors, je vais essayer de montrer quelque chose. Le class name. En fait, ce que je veux montrer là, c'est que on va voir toutes les noms des classes qui vont être disponibles et qui vont être chargés dans le class loader. Il va falloir que je build. Voilà. Normalement, j'ai ça de disponible. Forcément. Donc, ce qui se passe, c'est que bon, l'agent a dit bonjour. Donc, on est bien rentré dans la méthode premail. L'agent dit bonjour et en gros, pour chaque classe qui est chargée par le class loader, elle est envoyée au transformer et on voit ici qu'on affiche toutes les classes qui nous intéressent, qu'on charge au démarrage de la JV. Donc, on voit bien que l'agent démarre, je dirais même avec, voire avant l'application, parce que le main de notre application est là, donc il a été chargé. Donc, l'agent est disponible et chargé par la JVM avant notre application finale. Nous, ce qui va nous intéresser pour la suite de la démonstration, c'est la classe MyEngines, ici, qui contient toute la mécanique d'affichage de nos logs. Voilà. Et ce qu'on va faire, je le dis d'avance, c'est qu'on va intercepter la méthode start, rajouter un peu des logs et la modifier, et la méthode printlog. Donc pour faire ça, je vous donne alors, plutôt que de taper, enfin de je vais l'arrêter sinon j'ai plus de RAM, de, de travailler sur toutes les classes, je vais déjà euh, mettre une condition pour vérifier que mon class name, ben, c'est bien celle-ci. Comme ça, déjà, on scope les modifications uniquement à MyEngines. Voilà. Dans tous les cas, je retourne un bytecode, parce que sinon, en fait, si je retourne pas de bytecode, ben, en fait, là, par exemple, je sais pas, euh, n'importe quelle classe n'aurait plus de bytecode et ne pourrait pas fonctionner. Euh, je vais récupérer. Alors, maintenant que j'ai la condition et que je sais que je vais travailler sur la classe qui m'intéresse, je vais la récupérer dans ce qu'on appelle un class pool. Alors, pour la faire très simple, un class pool, c'est l'endroit où, une fois que les classes sont disponibles dans le class loader, elles le deviennent dans le class pool et c'est l'endroit où je peux récupérer la modélisation de la classe dans la RAM de la JVM. En, En très simple, c'est le moment où je peux travailler et requêter le système de classe pour récupérer l'objet de la classe. Donc là, derrière, je récupère ma classe et c'est là-dessus que je vais pouvoir influer. Et ça, c'est via euh, les outils qu'offre Java 6. Donc, CT class et class pool sont disponibles dans Java 6 que je vais pouvoir modifier le bytecode et le comportement de l'application. Donc là, j'ai accès à ce qu'on appelle la CT class de MyEngines. Et moi, ce que je vais, dans un premier temps, c'est modifier le fonctionnement de la méthode start pour pouvoir y rajouter des logs. Bon, vous l'aurez sans doute vu, j'ai une classe statique à côté qui va me faire de l'écriture de code Java et c'est avec ce code Java que je vais modifier la classe. Ça donne ça. Donc, donc je prends ma classe qui est modélisée grâce aux outils de Java 6. Moi, je peux récupérer une méthode qui est déclarée, start. Donc, c'est celle-ci, hein, ici. Je récupère ce qu'on appelle une méthode et je vais rajouter avant la méthode, je vais rajouter du code. Ce qui va se passer, c'est que si on prend, pardon, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite. Avant la méthode start, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer du code. Quand je dis insérer du code avant la méthode, en
fait, il y a une petite subtilité, c'est que le code sera inséré ici, pas inséré avant la méthode strictement. Voilà. Donc là, c'est ici que je vais rajouter du code. Pour le faire, très simple, vu que Java 6 est quelque chose de très simple d'accès, ben, en fait, je prends ma méthode, l'objet de la méthode que propose Java 6, toujours pareil, et j'insère du code avant. Je vais avancer un peu plus vite et je vais le faire pour aussi la méthode, pour la méthode printlog ici. Alors, est-ce que tout le monde, ouais, si, voilà, pour la méthode printlog, et je vais rajouter du code avant et après la méthode pour pouvoir modifier son comportement. Là, ce qui me manque à ce moment-là, c'est que j'ai modifié la méthode. Par contre, j'ai pas ce qu'on appelle une retransformation du code, enfin, du bytecode, pardon. Du coup, à ce moment-là, si je laisse le code comme ça, en fait, le bytecode ne sera pas modifié. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est récupérer le bytecode. Donc, en gros, je récupère le bytecode, je détache le mode de transformation et je retourne le nouveau bytecode. Donc, si je build, c'est là où la magie des macros Java fonctionne. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, l'agent Java démarre et en gros, j'ai plein de codes qui est rajouté avant la méthode de démarrage, ici. Donc, en gros, il rajoute des choses. En gros, c'est l'agent qui essaye de démarrer l'application, il la gère. Et on voit en bleu les anciennes logs où on n'a pas, enfin, j'ai fait le choix de conserver l'affichage des logs. J'aurais pu complètement le supprimer, mais on voit bien qu'avant et après chaque écriture de log, on a modifié le comportement de l'application. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent il y a des questions ou est-ce il y a besoin de rentrer en détail sur certaines parties? Ok. Donc voilà pour le premier exemple. Hop. Maintenant, on va parler de ByteBuddy. On va parler de cas un peu plus qu'on rencontre un peu plus dans l'industrie. Pour rappel, ByteBuddy, c'est un peu la version avancée de Java 6 qui est construite au-dessus d'ASM sans la complexité de ASM. ASM, euh, ça ressemble fortement à ce qu'on connaît tous, qui est l'assembleur. En gros, c'est l'assembleur qui est de la JVM. En gros, c'est les symboles du bytecode qui sont utilisés dans la JVM. Le bytebuddy, en fait, part du postulat très simple qui est que on doit pouvoir modifier le bytecode d'une classe. Donc, ce qu'on reconnaissait ici jusqu'à présent, qu'on appelait une CT classe, sans savoir faire ni de l'assembleur Java, ni aller dig dans comment le bytecode est fait et avoir besoin de compétences qui sont très avancées. Voilà. Aujourd'hui, ByteBuddy est utilisé dans énormément de projets. OpenTelemetry, on en reparlera un peu après, mais c'est utilisé dans OpenTelemetry. Mockito. Mockito, par exemple, quand vous faites ce qu'on appelle des mocks, c'est ByteBuddy derrière qui travaille. En gros, il fait la même chose que ce que j'expliquais avec l'agent. Quand vous déclarez un mock, par exemple, pour dire telle méthode va retourner tel résultat, en fait, Mockito va tout simplement prendre le typage de la classe que vous voulez modifier, va rajouter un transformer, va vider tout ce qu'il y a dans la méthode parce qu'en fait, on n'a pas besoin de l'exécuter, on n'a pas besoin de faire d'appel de réseau, etc. Par exemple, dans le cas où vous avez besoin de recharger, je ne sais pas, un client HTTP, et va répondre la structure de données que vous avez choisie. C'est comme ça que, en gros, Mockito fonctionne aujourd'hui et c'est grâce à ByteBuddy. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Raphaël Winterhalter, qui est le créateur de ByteBuddy, travaille aussi sur Mockito. Donc, en gros, c'est le milieu de la transformation et le milieu low level de Java est un tout petit monde et en gros, les gens se connaissent tous et travaillent tous sur les mêmes projets. Typiquement, j'ai d'autres faits où l'équipe d'Elastic APM
J'utilise aussi ByteBuddy pour certaines de ces parties, pour aller, par exemple, modifier, je sais pas, le client JDBC de vos applications pour exporter des logs, même mécanique. Euh, ben, en vérité, l'équipe de Elastic APM est allée donner un coup de main dans le projet OpenTelemetry. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait avancer une partie dont je parlerai tout à la fin euh, de la présentation, mais c'est l'équipe d'Elastic qui a fait avancer toute la gestion du class loader dynamique de OpenTelemetry. Voilà, donc c'est que des gens qui se connaissent. Bon, ben, bien sûr, je vais pas parler de Datadog, mais il y a un peu la référence sur tout ce qui est outillage APM, mais voilà. En gros, toutes ces technologies-là sont basées sur ByteBuddy et utilisent au moins les primitives de ByteBuddy pour faire de la transformation de classe Java. Donc, je disais que c'était simple. Comment on crée une classe avec ByteBuddy? Voilà, c'est quelques lignes. Donc là, en gros, ByteBuddy, bah, une fois qu'on l'a dans ses dépendances, on peut l'instancier, on peut faire un new ByteBuddy. Vu que dans Java, tout étant de objet, bah, on peut faire une sous-classe. Là, ici, on déclare une sous-classe qui s'appelle Nothing. Et pour l'exemple, on triche un peu. Pour la méthode toString, qui est disponible dans tous les objets, donc en fait, forcément, tous les sous-objets de la classe objet auront la méthode toString. J'intercepte l'appel et on répond une valeur fixe qui est nil. Ça fait un peu référence, en gros, c'est ce qui se passe quand vous faites un mock avec Mockito. On fait un new ByteBuddy, on prend le type que vous avez, on intercepte le retour et on retourne une valeur fixe que vous avez passée dans les API, enfin, via l'API exposée par un Mockito. Une fois qu'on a fait ça, ben, on fait un make. En gros, on crée le bytecode. On le crée à ce moment-là. Et on prend le thread courant et on charge tout le bytecode dans le class loader. Et c'est tout. Voilà. C'est beaucoup plus simple que faire ça en ASM, je vous le garantis. Je vais pas le présenter, mais c'est vraiment la méthode aujourd'hui dans l'industrie qui est la plus simple pour créer des objets en Java. Par exemple, quand vous faites de l'Hibernate, en fait, toutes les classes qui vont être créées sont créées de cette manière-là. Enfin, toutes les classes qui vont être auto-générées dans, alors je sais plus si c'est dans Spring, mais ce qu'on appelle tout ce qui est généré dans le Magma Beam, etc. Tout ça, c'est fait avec ce genre de mécanique-là. Voilà. Est-ce que j'ai un exemple là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup? Euh, hop. Toujours, j'ai perdu personne, toujours pas de question. Ok. Non, je l'ai pas, hein. Si, je dois l'avoir là. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple de tout à l'heure. Et on voit bien que si je la lance, en gros, elle m'a bien printé. Donc, j'ai créé la classe Nothing, j'intercepte bien son nil, et à ce moment-là, ben, une fois qu'elle est chargée, je peux l'instancier en prenant le constructeur, en faisant une nouvelle instance du constructeur et quand j'affiche le nom de la classe et que je fais un toString dessus, j'affiche bien nothing et nil. Voilà. Ça, c'était l'exemple un peu bateau, mais voilà. La dernière fois que j'ai fait la présentation, j'étais pas assez, enfin, je suis passé trop vite dessus. Donc, ça, c'est pour les primitives de ByteBuddy. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la notion d'agent et de modification d'application. Là, on a, par exemple, un exemple d'agent créé avec ByteBuddy. Donc, agent builder.defo, c'est l'API exposée par ByteBuddy qui va prendre toutes les classes, tous les types qui finissent par timed, va les transformer, intercepter toutes les méthodes qui sont publiques dans cette classe et va faire une délégation vers ce qu'on appelle, enfin, vers une classe statique qui est timing interceptor. Et à la fin, on ira l'instrumenter, enfin, on ira l'installer sur l'instance de la Java Instrumentation API. Voilà. Maintenant, comment est fait la classe statique timing interceptor? En fait, c'est toujours une classe statique. Et c'est ce qui est simple avec ByteBuddy, c'est qu'en fait, on va instrumenter du code avec du Java.
Et c'est pour moi, enfin, c'est ce qui est le plus révélateur de la facilité d'utilisation de l'outil. Euh, on a déclaré que toutes les méthodes d'une classe qui finit par timed doivent aller sur une classe statique. Toutes ces, à chaque fois, enfin, la classe qu'on a déclarée va être collée sur intercept. On va lui passer ce qu'on appelle une instance vers le callable de la méthode sur laquelle on souhaite outiller. Et moi, c'est très simple de faire, par exemple, de démarrer un compteur avant son exécution, de faire un point call sur le callable pour exécuter la méthode qu'on veut outiller. Et une fois qu'elle a fini, qu'elle répond, qu'elle fait, je peux faire un finally et récupérer le nom de la méthode et lui dire le temps qu'elle a démarré. Voilà. C'est pas plus difficile que ça de savoir combien une méthode met de temps à s'exécuter avec un agent créé avec ByteBuddy. Je dois avoir un exemple ici. Donc, je l'ai réintégré. Donc, on retrouve bien ce qu'on a vu sur le slide. On a un agent qui est déclaré. Bon, moi, je rajoute un peu de configuration pour avoir des logs qui s'affichent. Moi, je vais prendre tout ce qui est dans MyEngines. Je vais le transformer. Je vais rajouter un transformer et même approche pour toutes les méthodes. Donc, toutes les méthodes qui sont déclarées et publiques dans MyEngines, je vais les intercepter et faire ce qu'on appelle une délégation d'exécution vers une classe statique qui s'appelle Timer Interceptor. Timer Interceptor, c'est toujours la même chose. On démarre un compteur, on prend le callable, on l'exécute, la méthode va s'exécuter. Une fois qu'elle a fini, dans le bloc finally, on va écrire en gros, bon, ici c'est du system out println classique, mais on pourrait faire autre chose. Par exemple, exporter le temps qu'a mis la méthode vers en gRPC, vers un collecteur Prometheus, ou ce genre de choses. Pardon, excusez-moi, pas Prometheus, OpenTelemetry. Voilà, c'est tout à fait simple. Par contre, il faut savoir, une petite subtilité, maintenant que j'y pense, c'est que c'est que ce code que j'affiche ici va être exécuté par l'application. Donc, ça veut dire que si ce code-là a des bugs ou rencontre des difficultés, par exemple dans le cas où on veut écrire sur une socket, c'est toute l'application qui va être impactée. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, si je fais un while 1, l'exécution de l'application va s'arrêter complètement. Elle passera pas à la suite parce qu'en fait, le code que je vous affiche ici sera exécuté par la JVM sur lequel on exécute l'application. Ce code que je vous affiche ici devient vraiment le code de la méthode que vous exécutez. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on commence à outiller et faire ce genre de choses. C'est que jusqu'à présent, là, on fait quelque chose de simple, on affiche des logs. Ça n'a pas d'impact, à part écrire sur le terminal, mais suivant ce qu'on fait, suivant comment on exporte et comment comment on modifie le comportement, enfin jusqu'à quel point on modifie le comportement d'une méthode, ça peut avoir de gros impacts sur les performances d'une application et ce genre de choses. Voilà. Je peux essayer de la lancer. Alors normalement, si je fais ça, si je reprends, alors admettons, si je reprends ça, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà. Donc, ce qui se passe, donc, hop là. Donc, voilà. On a exécuté l'agent ByteBuddy, et on voit que pour chaque exécution, on a bien le temps qui est pris, qui est utilisé. Bon, là, c'est 0 millisecondes parce que c'est juste un println, donc forcément, ça n'a pas forcément d'impact. Par contre, ce que je peux tenter de faire, c'est comme je vous avais montré tout à l'heure, c'est rajouter dans la méthode
un deuxième agent. Donc, hop, voilà. Et là, on verra que le compteur va augmenter. Parce que dans le code que j'affiche, enfin que j'utilise euh, pour simuler le fait qu'une méthode ne fonctionne pas correctement, etc., je rajoute ce qu'on appelle un thread sleep, et on voit par exemple qu'un println fait 300 ms, 2000 ms, etc., etc. Voilà. Donc là, on a l'exemple de deux agents qui fonctionnent conjointement sur une application et qui ont deux types d'outillage et de transformation différentes, en sachant que l'un impacte l'autre. Si j'avais modifié, par exemple, le fonctionnement de Humor Factory, en gros, euh, j'aurais transformé le premier agent que j'avais déclaré. Ce que je voulais expliquer au début. Hop. Donc ça, c'était pour l'exemple. Enfin, c'est le deuxième exemple, pardon. Hop, ça, c'est pour après. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, au final, c'est aller un peu plus loin. Parce que jusqu'à présent, on a été sur des cas qui sont plutôt simples, j'ai envie de dire. On a modifié juste ce qui était écrit sur la sortie standard. Nous, on aimerait aller un peu plus loin et prendre une application Vertex classique qui appelle trois endpoints. En gros, on va faire un appel sur le premier endpoint et cette application-là va s'auto-appeler sur deux autres endpoints pour simuler des cas de requêtes qui sont plus ou moins, enfin, une orchestration de requêtes. On va créer ce qu'on appelle un agent statique qu'on va accoler sur le projet Vertex. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est transformer et modifier le comportement de Vertex pour rajouter, grâce au SDK d'OpenTelemetry, tout ce qui est tracing et faire une récupération des traces dans dans un Jagger. Et dans un dernier temps, je montrerai aussi une autre approche pour exposer des métriques et les événements JFR de l'application. On verra que c'est pas la partie la plus compliquée de l'exercice. Donc, pour l'application Vertex. Donc, c'est une application tout à fait simple. Démarre un Vertex, tout le monde voit bien, j'espère, du moins. Donc, on a trois endpoints. Le premier endpoint start, c'est celui qu'on va appeler, qui va appeler process et process va appeler process 2. Dans tous les cas, on va à la suite des trois appels, on va construire une réponse qu'on va retrouver ici, qui est hello Libby. Et notre objectif, nous, ça va être de suivre l'enchaînement des requêtes. Donc, pour faire ça, ce qu'on a besoin, c'est qu'on va devoir aller euh, au chargement de l'application Vertex, aller sur le serveur HTTP, enfin, devoir intercepter le chargement du serveur HTTP et devoir lui dire qu'à chaque fois qu'il voit une requête passer, rajouter tout l'outillage nécessaire pour faire du tracing OpenTelemetry. Voilà. Donc, du côté de l'application Vertex, il n'y a rien de plus, il y a rien de compliqué. J'ai montré le principal, il n'y a qu'un fichier. Ça, c'est la factory, c'est la construction des réponses. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais là, vous avez vraiment tout vu. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de construire ce qu'on appelle l'agent euh, qui va changer le bytecode. Donc, même principe. Alors, je vais la refaire du début, mais euh, donc, bah, ok. Donc, même principe que tout à l'heure. On va avoir un point de montage. Donc là, on va rester encore dans un démarrage qu'on appelle statique, mais on va avoir la même approche. Un point de montage pré-main, qui est, comme je le disais tout à l'heure, le main, la méthode main d'une JVM. On va instancier un agent. Donc, il y a les primitives qu'offre ByteBuddy. Donc,
C'est ces trois lignes-là. En gros, on démarre un agent, on rajoute deux lignes pour lui dire de faire du log et on installe le tout sur l'instance de la Java Instrumentation API. Dans un deuxième temps, ben, comme la dernière fois, ben, on va s'intéresser à tout ce qui est implémentation des routes dans Vertex. Donc, en fait, on va intercepter sur le type route implémentation. Bon, ça, c'est quelque chose que moi, je connais et sur lequel je vais pas trop m'attarder, mais en gros, à chaque fois que vous déclarez une route en Vertex, vous utilisez la classe route implémentation. Et pour chaque méthode, chaque appel de méthode qui s'appelle handler, la capture de la requête, on va la transformer. On va prendre le premier argument ici et on va faire une délégation vers un handler transformer call site. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour tout le monde? On peut continuer ou ça va? Ça va, c'est très bien. Euh, Donc, sur la classe statique sur laquelle on fait la délégation, on va faire ce qu'on appelle pour la méthode on-enter. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va appeler la méthode, on va récupérer l'argument que je déclarais jusqu'à présent, qui est celui-ci. Je vais le passer à ma classe statique pour récupérer la délégation de cet appel-là, et je vais le passer à ce qu'on appelle un handler wrapper qui va me faire toute la mécanique d'instrumentation et toute la mécanique avec le SDK OpenTelemetry. Un petit un effet enfin non, euh, un détail, c'est que j'ai enlevé le read-only en fait. À ce moment-là, quand je suis dans le démarrage de la méthode, en fait, ce que je fais, c'est que je vais modifier le, le paramètre. Je vais écraser la valeur du paramètre qui est passé à la méthode. En fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que c'est là où je vais faire toute ma mécanique, moi, de transformation. Ce qui va se passer, c'est que, bon, là, il y a une méthode qui est statique, mais en gros, je vais créer un nouvel handler wrapper qui va récupérer, alors, pour ceux qui ont fait de l'OpenTelemetry, ça sera très simple, ils vont récupérer le contexte courant d'exécution et qui va gérer tout ce qui est ajout et suppression ce qu'on appelle les span ID qui permettent de suivre l'exécution des requêtes dans une application euh, et faire tout ce qu'il y a besoin pour suivre, enfin pour créer le tracing. Donc la méthode, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que j'écrase la méthode handler, enfin le paramètre handler qui est plus loin, qui est en gros de type handler, qui a une méthode handle, et en fait, c'est là où et j'y reviens plus tard, c'est là où c'est la difficulté de créer un agent, c'est qu'il faut comprendre comment l'application qu'on souhaite instrumenter et transformer fonctionne. Si je n'étais pas rentré dans le code de Vertex et si je n'avais pas des notions un peu avancées en Vertex, je ne saurais pas où est fait la création de la requête et mais aussi où est fait la récupération de la request. Donc là, pour le coup, pour cette fois-ci, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous demander de me croire et à chaque fois qu'on récupère une request, on exécute la méthode handle et c'est à ce moment-là que moi je vais faire ce qu'on appelle l'instrumentation, la modification du comportement de la méthode de récupération de la requête et c'est là où en fait je vais récupérer, vu que j'ai le contexte courant qui est disponible, rajouter dans les traces, enfin dans les headers de la requête, le span ID et remonter les informations. Donc en gros, c'est fait dans les lignes que j'affiche ici. Donc là, on récupère tout ce qui est OpenTelemetry, Global Propagator. Je rajoute une span, je récupère le scope courant et je prends la requête. Je rajoute les span ID. Une fois qu'elle est terminée, je coupe le span et je pousse tout vers OpenTelemetry. Là, l'objectif du talk, c'est pas de faire une démo de OpenTelemetry, c'est juste d'expliquer comment on peut le faire.
Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans les détails et aller plus loin, mais en gros, c'est ces quelques lignes que j'affiche à l'écran ici. Une fois que j'ai fini, je sais pas si vous avez vu, mais dans le constructeur de la méthode, en gros, j'ai passé le paramètre handler et en fait, je l'ai stocké. Et c'est une fois que j'ai fini de faire toute ma mécanique avec OpenTelemetry pour tracer une requête que j'exécute la méthode finale, en fait. J'ai fait une substitution d'exécution. Je fais tout ce que j'ai besoin parce que je connais le contrat d'implémentation de la méthode, de la classe, pardon, excusez-moi. Et à la fin, j'exécute le code de Vertex, qui est fait par l'attribut delegate. Qu'est-ce que ça donne à l'intégration? Je peux le compiler, remarque. C'est là où j'espère que j'ai rien oublié. Ça devrait aller. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, pardon, excusez-moi, je tease la suite alors qu'il faudrait pas. Hop. Ça prouve que ça compile bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai démarré mon application. Hop, je vais peut-être masquer ça. Mon application Vertex. Est-ce que vous voyez bien toujours ou pas? Oui, je pense. J'ai démarré l'application Vertex. J'ai rajouté un agent en statique. On voit que ByteBuddy démarre, fait son installation, s'auto-installe dans la JVM et fait une transformation. Et si on regarde vraiment les types qu'on modifie, on retrouve route implémentation et on voit qu'on a écrasé du bytecode. Jusqu'à présent, il ne se passe rien, tout simplement parce que je fais pas d'exécution de requête. Par contre, si je vais sur ce que j'expose sur mon serveur HTTP et que je fais un F5, voilà, on voit qu'il y a eu un petit temps. Ah ben, là, il est plus rapide, il a mis en cache. D'exécution. Il y a eu 3 appels qui est fait, c'est hello, les bi. Il y a 3 calls de HTTP qui sont faits. Si on regarde les logs, en fait, on voit que j'ai fait des choses. Voilà. Là, je monte les spans qui sont créés pendant le requêtage. Donc, on voit qu'il y a 3 appels qui sont faits. Le premier, c'est vraiment le premier span. Et pour ceux qui font un peu d'OpenTelemetry, ils verront que le premier span n'a pas de trace ID. En fait, c'est l'initialisation du contexte. On crée l'initialisation du contexte et on commence à rajouter des requêtes dedans pour construire ce qu'on appelle une requête tracée complètement. Et si je vais dans Jagger, je vois mes 3 appels de requêtes et je vois qu'en gros, ma première requête a été plutôt longue, a pris 13 ms. Ma deuxième, 5,40 millisecondes et que la première, c'est 550 nanos. Sans rentrer dans les détails toujours, OpenTelemetry propose de faire plein de choses, mais je vois que je récupère toutes les informations du contexte d'exécution parce que j'ai fait le travail de passer les informations en metadata. Je récupère mes informations et effectivement, j'ai fait un peu ce qu'on pourrait retrouver alors dans un autre projet que je pense que certains d'entre vous connaissent bien, c'est l'agent Java d'OpenTelemetry. Hop, si je veux bien charger. Hop, si je fais hop, ça, hop là, pardon, je l'ai vu. Ici, je sais on traçait pas exactement de la même manière, mais ça y ressemblait. Donc là, en gros, maintenant, à force d'avoir reverse l'agent, je commence à bien le connaître, je sais où sont les infos, mais en gros, on a un package d'instrumentation qui représente tout ce que fait OpenTelemetry comme instrumentation. En fait, on voit que à chaque fois qu'on a une dépendance qu'on veut outiller, sur laquelle on veut faire du tracing ou avoir des informations, en fait, il faut le faire. Et dans la liste des dépendances proposées par OpenTelemetry, on a Vertex, Kafka, Client, etc. Je vais pas m'éterniser dessus.
Mais si je fais une recherche sur routine contexte, il y a quelque chose qu'on connaît assez bien. C'est par exemple le bout de code qui a en gros la même mécanique. Alors, je vais essayer de retrouver où il est appelé, mais c'est la même mécanique que ce qu'on a. On a un routine context handler qui va faire des choses, qui va récupérer la délégation d'exécution, et qui lui va faire dans son contexte d'exécution un peu plus de choses que nous, mais va s'appuyer sur les primitives d'OpenTelemetry pour faire beaucoup de tracing et beaucoup de modifications. Et c'est comme ça que l'agent OpenTelemetry, du moins en Java, construit toute sa, toute sa stratégie d'observabilité. On le charge au démarrage de l'application, on modifie les classes pour lesquelles on souhaite avoir de l'observabilité, la construire, on rajoute des fonctionnalités en venant se greffer à des comportements qui existent déjà dans l'application qu'on souhaite modifier, et en fait, on exporte ça, si je dis pas de bêtises, vers un collecteur suivant la stratégie, mais souvent gRPC ou ce genre de choses, et tout ça est collecté dans une application, et après derrière on peut construire tous les dashboards, Grafana, etc., etc. Voilà. Ça c'est pour montrer que en réalité il n'y a pas de magie, et en fait si OpenTelemetry donne l'impression de faire beaucoup de magie et beaucoup de choses un peu de manière simple, en fait, dessous, on retrouve toujours les mêmes contextes et on est limité toujours par les possibilités qu'offre la JVM et les API low level de la JVM. À savoir que, bon, là, il y a un peu plus d'outillage, hein, ils ont fait beaucoup de choses, ont rajouté leur propre bootloader, ils s'auto-chargent dans certaines parties de la JVM pour faire des choses un peu plus invasives sur l'application sur laquelle vous démarrez. Euh, J'aurais pu faire de l'outillage, par exemple, sur toute la partie JDBC, qui est qui est pas la plus compliquée, mais enfin, moi j'ai préféré faire sur Vertix, mais typiquement si on creuse dedans, on verra qu'on a exactement pareil. On prend la méthode d'un insert, on se met juste devant, on récupère les données, par exemple si on veut avoir du debug ou exporter tout simplement des informations sur les requêtes insert qui sont faites, on les exporte et on represse la classe qui s'occupe de faire le commit en base, et puis on redéfinit on redéfinit la classe dans le class loader, et puis c'est terminé. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, là, pour le coup, on a fait la partie un peu la plus compliquée de tout ce qui est instrumentation de comportement. Maintenant, euh, moi, j'ai pas eu la sensation que c'était la fonctionnalité qu'on utilisait le plus en observabilité, du moins. On est surtout très intéressé par tout ce qui est utilisation mémoire. Euh, Dans le cas d'applications Java, comment fonctionne le GC, combien de fois, le throughput CPU, tout ça, tout ça. Et avec les dernières releases de Java, en fait, on a ce qu'on appelle des événements JFR, qui sont des événements qui sont streamés dans la JVM et qui donnent des informations sur le fonctionnement un peu interne d'exécution de la JVM. Et en fait, on peut typiquement aller s'abonner à ces messages-là, comme je le fais ici, par exemple. Donc là, on a un record qui définit, en gros, je vais aller m'abonner à tous les événements qui me donnent la charge du CPU, l'état de ma heap, comment fonctionne mon metaspace, combien de fois je passe dans GC, etc. Et en fait, ce que je fais, c'est que par exemple, pour la heap, je vais réutiliser les primitives qu'offre le SDK d'OpenTelemetry pour exporter toutes les métriques vers un collecteur. Et ça, en vérité, c'est pas la partie, c'est une des parties qui, à mon sens, est une des plus utilisées dans OpenTelemetry, mais qui est pas la plus compliquée à exécuter. Donc, je trouvais ça intéressant de la partager avec vous. En gros, on va aller récupérer les informations. Alors là, je parle d'événements JFR, mais en fait, on pourrait le faire sur tout ce qui est sur les métriques JMX. Et bon, après, pour les plus courageux d'entre nous, ils iront sur JVM-TI, etc. Mais on peut aller récupérer des informations au moment du démarrage ou à l'attachement d'une JVM, aller récupérer les métriques et les exporter. Il y a aujourd'hui dans la JVM, on a toutes les API qui permettent de faire ça. Donc, je, je vais décommenter cette partie-là, et
on va voir ce que ça dit, comment ça se matérialise. Donc là, jusqu'à présent, en fait, j'affichais rien. Hop, je sais pas si j'ai fini de builder. Moi, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc là, j'ai toujours mon instrumentation qui se passe, et là, je commence à récupérer des messages qui sont envoyés par la JVM, et je les affiche sur la sortie standard. Alors, ce que j'ai fait, et je rentre pas trop dans les détails, mais ce que j'ai fait, c'est que je les exporte vers une stack OpenTelemetry, et ce que je peux faire, alors, est-ce que j'ai encore... Bon, euh, euh, je sais plus le port de mon... Voilà, voilà. Alors, on va le redémarrer. Mauvais. Non, voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux construire des graphes custo sur ce que émet ma JVM. Bon, là, ce que je sais pas si elle tourne toujours, elle va couper, je pense. Je vais avoir des coupures de points. Mais voilà. C'est comme ça que c'est créé. Et ça, typiquement, voilà, ça y est, la coupée, elle va revenir. Si vous avez des applications métiers qui, par exemple, je vais prendre un exemple un peu pas trop trivial, mais si vous avez une application métier qui émet des signaux internes, par exemple, ou qui a des sockets, ou ce genre de choses, en fait, c'est très simple de créer un agent qui va venir débugger les signaux et afficher des informations à chaud, alors que vous êtes en prod sans avoir besoin de débugger de manière un peu compliquée. Vous laissez la JVM en fonctionnement, vous créez un agent, il va aller lire sur les mêmes signaux que votre application, bon, sans modifier le comportement. Du coup, ici, là, vous êtes juste en observabilité et vous pouvez collecter grâce au SDK de OpenTelemetry des données et vous pouvez construire des dashboards qui sont complètement métiers euh, sur le comportement de vos applications. Voilà. Un autre truc qui peut être fait, et là c'est un peu plus avancé parce qu'il y a en fait il y a tout il y a tout un pan qui sur ce qu'est du profiling, le moment où on a ce qu'on appelle un save point dans une JVM, qui est le moment où en fait tous les threads s'arrêtent pour récupérer qui en est où, enfin où en est chaque thread et construire ce qu'on appelle un flame graph. Alors, c'est tout à fait possible de la même manière. Euh, et on peut, alors il faut que je recompile, mais on peut tout à fait créer un, un flame graph avec un agent maison, quoi. Hop. C'est pas très compliqué à faire, donc là il va se construire. Et si je l'ai alors moi je l'ai écrit, je le sais dans le dossier TMP, voilà. Hop, il va le faire, voilà. Et là, par exemple, on a le flame graph de l'application Vertix qu'on outille depuis le début. Et on voit que j'ai fait beaucoup de JFR, voilà. Donc en fait, on a le fonctionnement de l'abonnement JFR. Donc en gros, il y a dans l'API, en gros, je récupère tous les 2 ou 3 secondes. Alors je sais plus exactement si je regarde. Toutes les 2 secondes, je récupère la métrique et en fait, on voit typiquement qu'il y a un wait et on voit vraiment le fonctionnement de l'application. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment lire un flame graph parce que ça se lit pas de gauche à droite. Il y a plein de subtilités là-dessus. Il y a plein de choses à savoir, à découvrir sur Internet. Éventuellement, on pourrait dédier 1 heure sur tout ce qu'un flame graph réserve, mais c'est un bon outil quand on a besoin d'investiguer, par exemple, sur des IO qui sont complètement bloqués ou qui sont très lentes. Euh, Typiquement, c'est des cadres d'exécution qui peuvent être très très intéressants. Voilà. Donc ça, c'est pour la démo. Est-ce il y a pas de questions jusqu'à présent? Donc
est-ce que créer un agent Java et modifier son comportement est quelque chose de vraiment simple? Jusqu'à présent, j'ai pas trop eu de problème parce que je connaissais enfin, j'avais creusé assez le sujet et que je connaissais un peu les, les tenants et les aboutissants avant de vous venir le présenter. Mais il y a quelques petites subtilités à prendre en compte, qui est par exemple le fait que quand vous modifiez le comportement d'une application, en fait, vous ne voyez pas euh, l'effet que ça peut avoir. Vous ne pouvez pas voir autre que par une réflexion en bytecode éventuellement ou euh, avoir du debugging à avancer, ce que vous faites, l'impact que vous avez sur la JVM. Sur des grosses bases de code, quand il y a un autre fait qui est sur des très grosses bases de code qui sont très complexes, ça va demander un très gros effort d'analyse et de reverse engineering pour aller outiller la bonne méthode au bon endroit et au bon moment de l'exécution aussi. Ça, c'est le premier et le plus important des points qui, sur lesquels il faut faire très attention quand on se lance dans la construction d'un agent, notamment pour du debug, et surtout quand le debug est sur une approche qui est métier. Il faut vraiment savoir où sont les, les points d'attention et comment on souhaite les aborder. Donc, il y a un autre fait, effectivement, en dehors du fait que toutes les modifications sont invisibles d'un point de vue de l'utilisateur qui fait l'instrumentation, il y a un autre problème que j'ai très peu à aborder, qui est le class loading. Jusqu'à présent, quand on prend l'exemple de la transformation de la classe route implémentation, où je rajoute toutes les dépendances à OpenTelemetry, on ne s'est pas posé la question de savoir où était la dépendance dans la RAM de la JVM et est-ce que l'application sur laquelle je vais exécuter des modifications et sur laquelle je vais modifier son comportement, est-ce que les dépendances sont disponibles? Typiquement, si on se dit qu'on modifie que le bytecode de la classe qu'on souhaite modifier, en fait, les dépendances ne sont pas disponibles. Elles sont pas chargées dans le class loader. Donc, typiquement, on devrait avoir des erreurs du type no class found ou ce genre de choses. Il y a une autre problématique qui est enfin, pour régler ce problème, pardon, je suis allé un poil vite, mais pour régler ce problème, en fait, ByteBuddy, par défaut, va créer ce qu'on appelle un class loader et va venir s'attacher au-dessous de Bootstrap. Bootstrap, qui est un des premiers class loaders qui est créé au démarrage d'une application. Donc, en gros, quand vous arrivez avec votre agent et que vous avez fait ce qu'on appelle un fat jar avec toutes les dépendances dans le jar, en gros, l'agent est chargé, toutes les dépendances sont envoyées dans le class loader et tout est disponible et tout se passe bien. Par contre, quand vous commencez à modifier des classes qui sont aussi chargées a posteriori du démarrage d'une application, typiquement le client Vertex de Quarkus, parce que Quarkus, à son démarrage, fait des opérations un peu, comment dire, un peu obscures pour démarrer sur tout ce qui est JVM native, etc., pour avoir pour absorber plein de complexités de démarrage et de boot et pouvoir démarrer sur une GraalVM, etc. En fait, je me suis rendu compte, moi, que Vertex va charger son client HTTP très tard dans le démarrage de l'application. Et le problème, c'est que moi, si j'ai déjà outillé Vertex, en fait, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle une linkage error. Et en fait, on se retrouve dans un cas où, dans le class loader général de l'application, on a deux fois Vertex. Et en gros, la GM me dit, c'est gentil, mais je ne sais pas lequel prendre. Et là, en fait, quand on arrive dans ce cas-là, on se retrouve dans un cas où on a créé un bug. En fait, on a modifié le fonctionnement de l'application, on a modifié son fonctionnement interne et on a créé un bug. On a créé une linkage error. Donc ça fait partie des choses qu'il faut appréhender quand on se lance dans ce genre de projet ou quand on se lance dans ce genre de chantier. C'est faire très attention à l'impact qu'ont nos agents et ce qu'on va lancer sur l'application. Typiquement, je sais pas, vous lancez un debug en prod en mode dynamique.
le débugger a éventuellement de l'impact sur la JVM, mais en fait, vous pouvez créer des bugs et en faisant juste du debug, laisser des traces dans l'application en prod et avoir un comportement qui est inconsistant par rapport à ce que vous attendez. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'équipe d'Elasticsearch, enfin d'Elastic APM, pardon, je vais pas refaire la faute, a beaucoup aidé ByteDB et OpenTelemetry. En fait, quand j'ai eu l'erreur que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le moment où en fait j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts sur le fonctionnement low level de la JVM et en fait je me suis rendu compte que OpenTelemetry avait eu le même problème, notamment sur Vertex. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup ça a été documenté et j'ai pu lire toutes les contributions de l'équipe d'Elastic APM dans le dépôt de ByteBuddy et je me suis rendu compte que dans OpenTelemetry, en fait, il y a un bout de l'équipe qui a fait ce qu'on appelle un Indeed Bootstrap Class Loader qui va à chaud, une fois qu'il s'est téléchargé, aller faire ce qu'on appelle de l'invoke dynamique qui va aller en fonction du contexte d'exécution aller chercher la bonne case mémoire. J'imaginais très bien que c'est pas quelque chose de trivial du tout. Il y a de la modification de classe loader à chaud sur la JVM. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué et qui est d'une complexité folle. Et je trouvais que c'était un bon exemple pour expliquer les limites d'un agent. On a démarré avec tout simplement une modification, enfin l'ajout de log de system out println. On a ensuite avancé avec du rajout de code avant l'exécution d'une méthode. On a fait de l'export de métriques. En fait, quand on commence à aller vraiment loin dans les fonctionnalités de ce qu'on veut rajouter dans une application, en fait, on se rend vite compte que ça devient vite très complexe. Pas impossible, complexe. Donc, est-ce que c'est vraiment simple? Ça dépend ce qu'on souhaite faire. Il faut ça, enfin, de mon point de vue, on peut vraiment aller très loin avec toutes les primitives disponibles déjà dans la JVM et tous les concepts qui sont documentés sur Internet. Par contre, typiquement, regardez, même des équipes qui sont très, très techniquement fortes, ont eu des problèmes et ont été obligés d'aller réimplémenter un class loader à la main qui fait de l'invoke dynamique pour ces agents. Donc, personnellement, je trouve pas que ce soit si simple que ça. Parce que typiquement, quand on regarde le schéma du class loader de l'agent qui va aller faire du changement contextuel sur le class loader de l'application sur lequel on se pointe, moi personnellement, ça m'a refroidi et enfin, la finalité, c'est que je suis allé faire une issue sur le dépôt de ByteBuddy et en fait, Raphaël, dont je parle tout à l'heure, m'a dit tout simplement, en fait, m'a tapé un peu dans l'épaule et m'a dit ouais, c'est bien, mec, de démarrer enfin, de faire ça sur Quarkus, mais en fait, ce que t'as pas vu, c'est qu'ils font plein de choses et que leur class loader est vraiment énervé. Enfin, est vraiment très complexe. Donc, moi, j'aurais envie de dire que faire de la modification de bytecode, c'est quelque chose qui est accessible jusqu'à un certain point. Donc, ça peut très vite devenir très compliqué. Je vais conclure là-dessus. Merci à tous de votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Seb. Non, en fait, donc ma question, c'est plutôt pardon, par rapport à tes recommandations sur. C'est horrible, j'ai plus de voix. Sur tes recommandations sur les use cases d'utilisation justement des développements d'agents pour éviter justement de faire des choses compliquées ou de faire des choses qu'on n'est pas censé faire dans le cadre de développement d'agents. Parce que voilà, on peut faire des choses assez puissantes, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller faire tout un agent pour ça. Ne Absolument. serait-ce que pour l'overhead qu'on va avoir sur la logique qu'on va rajouter, etc. Alors, deux choses. Deux choses. En fait, la plupart du temps, moi, je me suis rendu compte à force d'avancer alors, je l'ai pas précisé pendant la présentation, mais en gros, le monde des agents, c'est le premier pas vers le monde un peu performance, réflexion de Java.
En fait, c'est les bases et les primitives de tous les concepts qu'il faut, en gros, intégrer pour commencer à comprendre comment faire des applications Java qui, à mon sens, commencent à vraiment faire de la perf. Savoir ce qu'on fait, etc. Et en fait, si tu veux, quand tu rentres là-dedans, le premier réflexe que tu as, c'est de commencer à faire un JTrace, JStack, etc. et commencer à vraiment regarder ce qui se passe dans ta JVM et avancer à partir de là. Moi, j'étais arrivé là-dedans par ce biais-là. Maintenant, écrire un agent Java, c'est pas quelque chose d'anodin. Comme je l'ai dit, tant qu'on reste sur des cas simples, ça peut bien se passer. Moi, je le conseillerais d'écrire un agent pour tout ce qui est debugging en prod vraiment sur des choses qui sont un peu métier, un peu, comment dire, un peu custo. Moi, j'aimais bien l'exemple dont je parlais tout à l'heure sur typiquement, tu as des sockets gRPC qui font des choses bizarres sur ta JVM. Tu peux pas éteindre ton appli en prod pour simuler ton cas. Ben, c'est simple, tu démarres un agent, enfin, tu crées un agent, je te l'ai montré. C'est quelques lignes de code pour démarrer l'agent. Tu démarres, tu vas lire ta socket gRPC, et puis tu printes le résultat à l'écran et t'as pas créé plus d'overhead que ça au final. Maintenant, ça a quand même un coût, parce que tu vas quand même avoir tout un système d'IO, etc. Enfin, tu vas te taper vraiment, même pour lire ta socket, ben forcément, tu vas aller instancier des classes, etc., etc. Donc, ça va avoir un coût. C'est à jauger après. Voilà. Pour moi, c'est les cas où, en fait, un agent peut être intéressant dans le cadre d'une application un peu métier. Maintenant, après, si tu commences à créer une société comme Datadog, là, tu es obligé de prendre de prendre tout et commence à rentrer dans toutes les vraies problématiques de perf et de comment faire un agent qui a pas de ce qu'on appelle de footprint, qui a pas d'impact et de pression sur la JVM qui fonctionne en fait, enfin, qui est déjà en fonctionnement. C'est une approche qui est totalement différente. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, parfaitement bien. Merci. Ouais, super. Il y avait une question dans le chat d'Aurélien qui demandait si tu pouvais partager Ouais. les Ouais, repos. Mazloum, tu me le redemandes, je te file ça, il n'y a pas de souci. Ok, ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Moi, j'en ai une, Salut très Idriss. rapide. Ouais, salut. Déjà, bravo pour ta presse parce que c'était super intéressant, franchement. Merci. Euh, ouais, c'est une petite question, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de le creuser, de le challenger, mais c'est par rapport au use case que tu veux présenter, que tu viens de présenter, Ouais. notamment débugger une socket gRPC et compagnie. Est-ce que tu as pu challenger par rapport à faire de l'IBPF à la place? Alors, je sais que la question est intéressée parce que tu sais que c'est la V2 de la démo, mais typiquement non. Aujourd'hui, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai pas d'exemple concret à te présenter, mais typiquement oui, ce serait l'avenir. En gros, tu pourrais typiquement au démarrage de l'agent de ton agent, pas partir sur une transformation de la JVM, mais tu pourrais partir sur les primitives dessous en faisant une GNI et en allant te pointer sur le paquet de traceurs, quoi. Là, tu pourrais. Après, je sais pas si tu n'aurais pas des petits problèmes de schéma ou ce genre de choses, quoi. Si tu commences à me dire oui, je vais tout écrire en JSON, on va pas être potes, quoi. Voilà. Par contre, D'accord. tu pourras avoir plein d'infos. Il y a un truc sur lequel je passe pas trop de temps, c'est typiquement, euh, il y a un fait qui est inhérent à tous les profilers et à tout ce qui fait de la mesure de performance et tout ce qui fait de la mesure de manière générale dans tous les langages, qui est le biais du save point. En gros, c'est l'intervalle à laquelle tu fais ton sampling. Je pense que John connaît très très bien le sujet. C'est tous les combien de temps tu vas mesurer, par exemple, ta RAM disponible. Si par exemple tu le fais trop souvent, je sais pas, toutes les 3 ms par exemple, mais que tu mets 50 ms à pousser le point, bah, en fait tu crées du biais et tu commences à faire drifter tout le fonctionnement de ta JVM et de ton appli en fait.
Donc, typiquement, sur des cas comme ça, en fait, c'est là où on va commencer à avoir de nouveaux types de mesures qui vont arriver, notamment avec tout ce que tu présentes sur IBPF. En fait, tu n'as plus ce coût-là. Parce que tu pourras pouvoir descendre d'un cran sur l'OS et pouvoir avoir les informations directement. Voilà. Je sais pas si ça complète bien ce que tu disais, mais voilà. Non, c'est bien. Et puis j'imagine que du coup, tu vas nous préparer un round-two de ce truc Bon. avec IDPF. Ouais. Ben, ce serait un peu l'avenir. Enfin, ça serait un peu la suite. Et même, moi, j'aimerais carrément. Je travaille à côté j'ai attaqué un projet qui est un agent, en gros. Je suis parti du constat très simple, c'est qu'on n'a pas tous la richesse de pouvoir spawner toute une infra OpenTelemetry en prod. Pour plein de raisons, notamment il y a des gens qui n'ont pas la capacité à faire pour spawner toute une infra dans Cube, même si c'est un YAML, mais soit. En tout cas en dev, je suppose que dans d'autres contextes c'est beaucoup plus compliqué de pousser des éléments en prod ou bien pour plein de raisons. Et en fait, ce sur quoi je travaille, c'est un agent de profiling qui va donner des informations sur l'état d'une heap à chaud sur un contexte de prod. Donc, mes objectifs vont être pas de dépendance, faible coût faible pression sur la machine et pas faire d'interrupt sur le fonctionnement de la JVM. Et avec ça va venir effectivement tout ce qui est, comme tu le décris, toutes les notions d'IBPF. Donc, je vais me taper de la JNI et du FSM. En gros, c'est les dernières. On pourra éventuellement, Mazoum, je t'en parle comme ça, mais on pourra éventuellement se voir un soir pour en parler, voire même le présenter ici ou whatever pour partager ce qui est possible. En fait, depuis le JDK 22, on peut lancer tout type de langage dans la JVM. En gros, du C. Pour le coup, pas du C parce que c'est de la JNI, mais en gros, on pourrait faire un conteneur Rust qui est exécuté dans une JVM à travers une shared memory. Tout ça, c'est possible. Et du coup, là où ça m'intéresse moi personnellement, c'est que du coup, je vais avoir tout le tooling de tous les langages pour faire ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser. Et derrière ça, en tout dernier état, ce sera éventuellement pouvoir aller faire de la réflexion sur une heap. Par exemple, savoir quels objets sont dedans, avoir les adresses, les tags et ceux qui font tous, chacun à leur juste niveau. Mais ça, en fait, on n'est même pas dans le BPF, on est dans ce qu'on appelle JVM-TI. Je le mets pour ceux qui ont encore le courage. Mais c'est pas quelque chose de trivial, on est plus sur de l'exécution de code C on est vraiment très bas level dans la JVM, mais une fois que c'est maîtrisé de mon côté, il n'y a pas de souci pour venir partager. C'est avec plaisir. Voilà. Mais tout ça sera dans l'agent, en fait. L'idée, c'est de faire une CLI. Mazloum, en gros, tu fais un curl dessus et tu fais ton Java jar, parce que du coup, c'est un mail que tu lances, il va aller s'attacher au PID et puis il fait son truc, et quand tu le coupes, en fait, il ne te fait pas d'empreinte sur le runtime. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, il y a un cas que j'ai pas trop décrit, mais tout le secteur de la sécurité en Java, parce qu'en fait, euh, je discutais notamment avec des gens qui me disaient il y a pas longtemps qu'ils faisaient de l'obfuscation de code pour des questions de sécurité sur une JVM, mais en fait, il y a de mon point de vue, il y a aucun intérêt parce que moi, je me pointe avec un agent, je récupère le nom de la classe et je fais ce que je veux en fait. Parce que ça reste du bytecode en fait. Et typiquement, en fait, tu pourrais tout simplement lancer typiquement, tu lances ta application, tu es chez un grand compte, tu mets un agent au démarrage et qu'à chaque fois que tu vas auto-instrumentaliser la Java Attach API, et à chaque fois que tu viens de faire un attach, tu envoies une log et tu sais qui se pointe. Et c'est ce qui arrive dans les prochaines versions du JDK, notamment en 24 et 26, on ne plus, ça n'existe plus, on ne pourra plus venir s'attacher, j'aurais peut-être dû le préciser, mais on ne pourra plus venir s'attacher dynamiquement sur une JVM qui est déjà running. Il faudra l'avoir déclaré. Parce que tout simplement, en fait, c'est la foi. N'importe quelle application qui tourne, les grosses applis bancaires sur lesquelles vous avez sans doute tous travaillé, en fait, je m'y connecte de la même manière que je le présentais dans la slide. Voilà. Il y a vraiment des enjeux là-dessus qui vont naître, qui font déjà naître, et d'ailleurs, ça pose problème. Voilà. Ok.
Merci Seb. Ben, merci à toi. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à mon avis. Si, j'ai plein de questions. Il va me tuer, putain. Non, mais ce sera pour plus tard, parce que De- j'ai un programme sur la JVM qui est lent, et je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle le compilateur Scala, et qui bouffe de la RAM, et je Au pense hasard. qu'il y a un truc à faire. On On va cocher les commence par wagons. arrêter les tics bizarres déjà. Mais Ouais. C'est pas que ça, on avait un talk de la part des gars qui ont fait le compilateur Scala l'année dernière, qui ont fait ouais. la compilation avec les pipelines et tout, donc la compilation est meilleure qu'avant depuis un an. Mais en fait, on n'arrive toujours pas à savoir quel est le poids d'un fichier Scala dans la compilation globale. Son impact, tu veux dire. Parce que son Ouais. droit, au final, tu t'en fous. Et en fait, parce qu'un fichier Scala, non seulement il compile, mais aussi il est utilisé ailleurs dans ses définitions, et donc il a un poids sémantique sur le reste du programme. Et en fait, il faudrait arriver à récupérer le coût de compilation d'un fichier, mais les coûts sont éclatés partout parce que maintenant, il faudrait mettre Alors, de l'observabilité là-dedans. de Et mon être point de capable vue, tu n'auras ensuite de pas faire un d'impact. calcul d'impact. Oui, mais tu sais que je creuse déjà dans le sujet. Alors, déjà, je le dis ici, il n'y a pas d'impact côté GC. En fait, je me suis Non. pointé sur une grosse base de code avec un compilo Scala qui est un peu pénible, avec 15 gigas de RAM. Alors, en fait, je stabilise pas le GC. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas d'impact côté GC là-dessus. Donc, Mais voilà. en fait, c'est le problème qu'on a, c'est un problème sémantique, c'est-à-dire on a des Mais tous les coups, définitions. c'est du cycle. À tous les Oui, coups, c'est voilà, un c'est ça. cycle CPU ou un truc comme ça que tu n'arrives pas à compter. Mais en fait, à mon avis, allez, je vais faire un gros troll. On est toujours enregistré ou pas? Toujours. Ok. Bon, allez, Ok, donc mini les troll. gars, toi, ouais, mini troll. On réglera le problème du coût, le coût dont tu parles Ouais. de le coût qu'a le compilo quand tu arriveras à dire si un langage est performant ou pas d'un point de vue écologique. Parce qu'en fait, tu as besoin de calculer le nombre de cycles CPU et ce genre de choses pour savoir vraiment que- son impact. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait rien. Et Ouais, c'est très alors, compliqué. Et en fait, on n'en sait rien. C'est pas parce qu'on ne sait pas le faire. C'est parce qu'on ne priorise pas. ouais. Tu vois, Donc, t'as cet effet-là. Tu vois, tu le sais très bien. Enfin, et en plus, si on rentre dans les primitives de l'AFP, t'as toutes les théories d'ensemble qui va commencer à inférer là-dedans. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'en fait, dans un langage qui est expressif, chaque définition, dans plein de langages, les définitions sont linéaires. On déclare une variable, une méthode, machin. Et donc, le coup, la compilation est presque linéaire. On vérifie par nombre d'arguments que ça colle ensemble, etc. En tout cas, c'est pas, on n'a pas une explosion combinatoire. Alors qu'en fait, dans des langages plus expressifs, une définition peut amener à une résolution logique qui, là, en fait, ça part. Et donc, en fait, on n'arrive pas à calculer le poids des résolutions logiques en fait, une ligne, combien elle coûte, et parce qu'elle se base sur telle définition, elle coûte cher. ouais, mais c'est tout le problème. C'est comme, enfin, il y a un autre problème, et ça, je l'ai appris par exemple cet après-midi, et je l'utilise un peu, mais c'est par exemple typiquement pourquoi un compilo AMD est meilleur sur une JVM. Ah ouais. Oui, oui, il met la douille. Tout simplement parce qu'il y a des registres qui sont plus intéressants et qu'en gros, quand tu vois comment tu codes, ben, en fait, tu poutres tout, quoi. Et Intel, j'en avais discuté au Jug avec Rémi Forax, il disait en fait oui, oui, oui. Typiquement, AMD poutre plus. Bon après, je pense que c'est vraiment à la marge, mais poutre plus. Enfin, AMD est meilleur. Par rapport à sa structure. Ouais. Mm. Donc voilà, le problème, c'est qu'on a perdu avec la nouvelle version de Scala le profiler du compilateur Scala, qui n'a pas été refait et qui ne pourra pas être refait parce que pour ça, il faudrait synchroniser avec tout le monde qui bosse sur le compilateur pour le faire. Donc il y a peut-être une porte de sortie voilà. C'est un programme qu'on ne peut pas modifier de l'intérieur. Et donc,
Effectivement, en instrumentant l'extérieur, on a peut-être une porte de sortie. La seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est de la JVM Thierry, je pense. Enfin, de mon niveau de connaissance, voilà, tu vas pouvoir aller regarder ce qui se passe dans la HIP. Maintenant, comme je te dis, après, tu vas pouvoir regarder ça éventuellement, mais après, c'est calcul de cycle, quoi. Mais en fait, on a une porte de sortie, hein, c'est avec Jamie Thompson hein, qui est dessus. L'idée étant quel est le coût d'une déclaration. C'est-à-dire, c'est vraiment ça l'idée. En sachant que tu as toutes les primitives qui vont bouger à Ivalala. Hein. Mais oui. Après, est-ce qu'on va suivre? Vous allez être entre guillemets obligé parce que en vrai, c'est le compilo qui décide. À la fin, enfin, c'est pas le compilo. T'as un truc dans la JVM qui va décider où est-ce qu'il met les objets dans sa mémoire. Et potentiellement, tu seras plus sûr si tu as une structure va exister qu'une seule fois. C'est-à-dire que par exemple, tu as une variable qui s'appelle Toto. Ça se trouve, elle va exister 25 fois dans ta RAM. Elle sera juste 25 fois aux 25 occurrences proches de là où tu l'utilises. C'est tout. Et ça, en gros, c'est une approche qui est très très basique de ce qui est proposé. Alors, j'ai pas les JEP de tête, désolé, je suis pas dans le sujet depuis assez longtemps. Mais si tu en discutes avec des gens qui sont très bons là-dedans, ils vont te sortir la JEP et en fait, tu as tout le graphe d'explication de pourquoi on fait ça. Et notamment, c'est tout ce qui est les notions de flatten, etc. Voilà. Mais typiquement. Voilà. J'ai du boulot, je pense. C'est bien. Mais non, c'est un sujet, hein, c'est rajouter un profiler. Et alors pour expliquer un peu à tout le monde, hein, en fait, Scala compile pas vers le bytecode Java directement. Du moins plus maintenant. Il compile vers un AST intermédiaire qui est un mélange complet entre la syntaxe, les types, les expressions. Et ensuite, de cet AST intermédiaire, on récupère du bytecode Java. Et qu'en fait, il va falloir réussir à entremêler les deux là, et récupérer un profiler sur le compilateur parce que là, en tant que communauté, là, on a un peu du mal. Ouais, on drift un peu sur le sujet, mais il y a des vrais sujets interfaits. C'est pas la mémoire, hein. Je pense que c'est. Mais tu constates, excuse-moi Jonathan, tu constates beaucoup de problèmes mémoire, c'est ça? Sur les applications Scala 3 on pourrait penser que c'est un problème de mémoire. C'est un problème de cache. J'en vois pas. Et d'explosion combinatoire. C'est ça. Okay. C'est surtout l'explosion combinatoire, Mazloum. Mais vraiment, on dépasse le cache. C'est-à-dire, on n'arrive pas à cacher des. Et vraiment, en fait, il faut imaginer que le compilateur Scala, on peut résoudre un sudoku dans le compilateur. Ce qui est totalement inutile. Par contre, ce qu'on résout aussi, c'est coucou, j'ai plein de définitions type DDD d'un domaine. Et en fait, on va résoudre la façon dont on le sérialise. Et sauf que certaines définitions sont éventuellement récursives. Ouais, mais là on drift complètement du sujet, mais effectivement, c'est vraiment très long de rentrer sur. Ça va, Mazloum, que tous les gens qui sont ici font de la data, quoi. Ouais. Non, mais le sujet est intéressant, ouais. Non, mais c'est le sujet après se termine en un mélange d'observabilité de compilation, de sortir de la métrique et de la métrique qui est dans des structures accumulables. Donc là, on vient sur un sujet data que l'on arrive à inliner avec la définition abstraite du programme. C'est-à-dire on peut zipper les métriques qu'on sort avec la définition du programme qui est, elle, un arbre géant, en fait. Et l'observabilité de la compilation. Donc, c'est un sujet qui est assez drôle parce que, en fait, si on regarde la compilation seule, on s'en fout. De fou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est est-ce que quand on compile incrémentalement le programme, est-ce que c'est efficace ou pas? C'est plein de sujets comme ça. Mais c'est très spécifique Scala 3, je pense. Hein. Ou d'autres langages qui vont arriver dans ce type d'AST après derrière. Hein. Il n'y aura pas que Scala. On remet dans la JVM, on n'en parle plus. Oh là là.
et qu'on peut dériver en Java. Voilà, c'est ça.